Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler de diffusion thermique. On va faire un exercice qui synthétise à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la diffusion thermique à une dimension en se servant de cet énoncé du concours central donc, que tu peux trouver sur le site du concours central qui s'appelle nombre d'ailettes. Donc, même pas besoin de regarder l'énoncé puisque je vais expliquer en fait avec les données qui sont là en quoi consistait cet exercice. Alors cet exercice, il est proche d'une vidéo que j'ai déjà mis, d'une vidéo de cours que j'ai déjà mis en ligne il y a un certain temps, il y a 1 ou 2 ans. Je te rappelle qu'il y a une série complète de vidéos sur la diffusion thermique avec des sujets de concours corrigés, mine-pont, enfin voilà, dans différents concours. Il y a plus d'une dizaine de vidéos, je crois, avec un cours complet en sphérique, en cylindrique. Bref, tu vas trouver tout ce que tu veux. Mais je tiens quand même à corriger ce sujet particulier à cause de toutes les initiatives qu'il fallait prendre. Et puis on va voir aussi, il y a une difficulté particulière à propos des conditions aux limites. Comment exprimer les conditions aux limites. On va voir que ce n'est pas toujours sur la température qu'on le fait. On va être amené à réutiliser la loi de conducto-convection de Newton. Bref, c'est super synthétique et surtout c'était très peu guidé. Donc l'idée, voilà, c'est d'apprendre à prendre des initiatives appropriées, à définir des grandeurs caractéristiques par analyse dimensionnelle. C'est un sujet très classique, mais très peu guidé. Alors voilà. Donc, on a un moteur qui est à la température θ0 de 82 degrés Celsius. Et puis, on souhaite le refroidir en mettant un certain nombre de ce qu'on appelle des ailettes de refroidissement. Donc, ce sont simplement des pièces métalliques que l'on va venir fixer au moteur et qui vont permettre d'évacuer du flux thermique. On aimerait évacuer 40 watts. Alors, pas avec une seule ailette. Et justement, donc la question, c'est combien d'ailettes on va devoir fixer à ce moteur. Donc, on fixe la dimension des ailettes. Elles ont 15 cm de long, 2 mm de rayon. Elles sont caractérisées par une conductivité thermique lambda de 400 dans le système international. θE, c'est la température extérieure, c'est 22 degrés Celsius. Bien sûr, c'est plus petit que θ0, 82 degrés Celsius. Et puis, on rappelle, parce que je te rappelle qu'on doit te la rappeler, la loi de conducto-convection de Newton qui nous donne le transfert thermique surfacique. Donc, quand on a donc, un flux convectif à la surface de l'ailette, donc TS, ça va être la température locale, encore ça il fallait le comprendre, la température de l'ailette, et donc H, le coefficient de conducto-convection qui était également fourni. Voilà, donc la question c'est le nombre d'ailettes. Alors bien sûr, pour répondre à cette question, eh bien, il va falloir qu'on calcule le flux évacué par une seule ailette. Et puis après, qu'on divise le flux total que l'on veut par le flux d'une ailette pour savoir le nombre d'ailettes dont on va avoir besoin pour faire ça. Et pour calculer ce flux, eh bien, on se doute bien qu'il va falloir trouver le profil de température parce que le flux, il est lié à J thermique, qui est lié à la loi de Fourier, moins lambda dt sur dx. Donc, il faut le profil de température dans l'ailette. Et donc, voilà, donc il faut établir l'équation de diffusion thermique dans l'ailette, la résoudre avec les conditions limites qui nous sont données, remonter au flux et voilà la démarche globale, la stratégie à établir. Donc, première chose, établir l'équation de diffusion thermique dans cette ailette. Bon, c'est très très classique. Bon, encore faut-il s'y prendre correctement. Donc, par exemple, prendre l'initiative donc de découper cette ailette entre x et x plus dx. Alors, je crois que je vais refaire un dessin plus grand. Donc, voilà, il faut découper. Il ne faut pas se mettre à l'entrée, évidemment, ni à la sortie. Il faut un x quelconque pour pouvoir faire ça. Donc, on découpe, comme d'habitude, notre problème, notre ailette en tranches de saucisson. C'est mon leitmotiv. Donc, entre x et x plus dx. Et on applique le premier principe de la thermodynamique à ce système fermé. C'est un système sans échange de matière pendant dt. Il faut toujours expliquer ce que tu fais. Je le dis oralement. Donc, c'est l'application du premier principe de la thermodynamique appliqué à ce système. Donc, on aura du, la variation d'énergie interne ou d'enthalpie. C'est delta Q, le transfert thermique algébriquement reçu, plus le travail élémentaire. Donc ici, bien sûr, il s'agit de traiter les échanges thermiques. Donc,
Je vais le faire assez vite cette partie-là parce que je pense que voilà, c'est très standard, démonstration de l'équation de la chaleur. Je pense que tu connais ça bien, sinon je te réfère toi aux vidéos que j'ai mentionnées. Donc c'est la capacité thermique fois la petite masse dm, c'est-à-dire ρ fois le volume d'étau de cette tranche, donc SdX d rond t sur d rond t en xt fois dt. Donc ça, c'est l'expression de la variation d'énergie interne, ce qu'on pourrait appeler le bilan temporel. Donc il varie parce que la température de cette tranche peut varier si on n'est pas en régime stationnaire. Bon, si on veut dire tout de suite qu'on est en régime stationnaire, on peut tout de suite dire que ça fait 0. Et alors, c'est égal au transfert thermique algébriquement reçu. Donc je te rappelle, convention du portefeuille, tu comptes positivement ce qui est reçu, négativement ce qui est émis. Donc il y a un transfert thermique qui entre en X, un transfert thermique qui sort en X plus dx. Et bien sûr, l'originalité, c'est l'utilisation de la loi de conducto-convection pour un delta Q latéral, donc ce qui ne va pas sortir par les fenêtres, hein, mais par les côtés. Donc on aura un delta Q entrant en X, moins un delta Q sortant en X plus dx. Je compte les delta Q positivement et je les algébrise devant. Et puis on aura moins un delta Q latéral, donc sur le tour de l'ailette. Alors, delta Q entrant en X, J thermique en X et T, donc fois la surface. Alors attention, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux avec la surface. C'est la section de l'ailette. Donc ça fait pi r carré, hein, surface du disque, moins J thermique en X plus dx fois T fois pi r carré. Bon, on multipliera par dt après. Donc ça, c'est delta Q entrant moins delta Q sortant. Et bien sûr, le terme difficile, c'est delta Q latéral. Alors, je te rappelle que la loi de conducto-convection doit te la donner. Bon, elle est donnée. Mais après, donc il faut l'utiliser correctement. Bon, ça, c'est un delta Q surfacique. Donc, il va falloir multiplier ça par la surface latérale. Bon, alors, comme d'habitude, on a nos ciseaux. Hein, donc, on découpe. Donc, on a une bande de largeur dx et de rayon R. Donc, on découpe. Ça fait dx fois le périmètre. 2pi r fois dx. Donc, ça fait, donc c'est pas la même surface que la section. Voilà le premier piège. Moins 2pi r dx, donc t de x, moins t extérieur, fois h, et donc le tout fois dt. Alors attention aussi, là au signe moins, très important, il faut algébriser la relation. La température de l'ailette est plus grande que la température extérieure, donc cette parenthèse est positive, et donc comme c'est un flux perdu, il faut mettre un moins. Si tu mets pas ce moins, bah, ça va être la catastrophe, hein, dans tout l'exercice. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à algébriser la relation de Newton. Et puis là, on comprend aussi pourquoi on a été obligé de faire un découpage entre x et x plus dx. Bon, la température dépend de x, mais on voit que donc ici, cette différence de température, bah, elle va changer, hein, suivant l'endroit où on est. Voilà. Et puis alors, autre piège, voilà, il me vient à l'esprit tout de suite quand je vois le dessin, c'est ceux qui veulent rajouter un transfert thermique qui sort par l'extrémité de l'ailette, ou pareil à l'entrée, un transfert thermique qui rentrerait. Non, il ne faut rien rajouter du tout, parce que l'équation différentielle, tu dois vraiment la faire pour un x quelconque. Tu n'as pas le droit de te placer en x égale 0 ou en x égale L, parce que ça, ce n'est pas une équation différentielle qui est vraie pour tout x. Donc, on va voir que ce qui se passe au bout de l'ailette, ça peut intervenir dans les conditions aux limites, mais en aucun cas dans l'établissement de l'équation différentielle elle-même. Fais très attention à ça. Technique standard, donc ça va faire pi r carré, donc moins d de j thermique sur dx fois dx, donc fois dt. Donc là, on recopie moins 2 pi r dx dt, donc t de x, je vais mettre le h ici, t de x moins te. Voilà. Bon, allez, on va dire que ça fait 0 parce qu'on est en régime permanent. On introduit la loi de Fourier. Donc la loi de Fourier qui relie J thermique moins lambda gradienté. Bon, allez, soyons simples. Donc ça va faire une dérivée partielle par rapport à x parce que x dépend quand même du temps. Donc ça va faire pi r carré lambda, donc moins fois moins, ça va séparer, j'ai sorti le lambda. Donc d de t sur dx carré, donc moins 2 pi r h. Allez, j'ai simplifié par dx et par dt.
Voilà, j'ai sorti mon sabre laser. Voilà, les PCE du lycée Wallon de Valenciennes me comprendront. Et voilà l'équation différentielle. On va leur donner, donc finalement si on est en régime permanent, oui tout à l'heure je disais ça dépend du temps, mais non ça ne dépend pas du temps. On peut simplifier par pi, on peut simplifier par r. Donc on va ordonner l'équation. Alors d de t sur dx2 moins 2h sur lambda r t de x. Alors attention, signe égale moins te fois 2h, il ne faut pas oublier de diviser par lambda r. Voilà, donc l'équation différentielle du second ordre à coefficient constant avec un second membre qui est constant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire de l'analyse dimensionnelle comme on a appris sur les équations différentielles pour introduire des grandeurs caractéristiques. Et on va définir une distance caractéristique parce que ça, c'est température sur une distance au carré. Donc ça, c'est température sur une distance au carré. Et température sur une distance au carré, évidemment. Donc on va poser, et c'est une distance qui va apparaître naturellement dans les calculs, delta égale à racine carrée de lambda r sur 2h. Allez, on pourrait même la calculer, cette distance, avec toutes les données numériques de l'énoncé. Alors on trouve 6,3 cm. On a la réponse en mètres, bien sûr, mais je le donne en centimètres. On va voir que c'est une distance caractéristique de variation de la température en fonction de x. Alors, quelles sont les solutions de cette équation différentielle? Il faut savoir les écrire tout de suite. Donc, la solution de cette équation différentielle, t de x. Donc, on voit que l'équation caractéristique va avoir des racines réelles. C'est r carré moins 1 sur delta carré égale 0. Dans l'équation caractéristique, il n'y a pas le second membre, bien sûr. Donc, R égale plus ou moins 1 sur delta. Alors, on va choisir des solutions en exponentielle réelle, donc, plutôt qu'en CH, SH. On a un peu le choix de la base de l'espace des solutions. Et puis, la solution particulière qui ne dépend pas de X, c'est TE. Voilà. Alors, c'est maintenant que ça devient intéressant. C'est comment on va trouver les constantes d'intégration. Équation du second ordre, deux constantes d'intégration, donc il faut deux conditions. Bon, alors on voit tout de suite qu'en x égale 0, on a continuité de la température. Donc on aura T0. Voilà, je mets des grands T pour les températures en Kelvin, et puis on va peut-être laisser les θ pour les températures en degrés Celsius. Donc ça va nous donner une première condition. Ça va nous faire A plus B plus TE. La question c'est, est-ce qu'il y a continuité de la température entre l'extérieur et l'ailette, donc avec θE en particulier, pourquoi pas en x égale L? Alors, en toute rigueur, non. Quand on utilise la loi de conducto-convection de Newton, celle-ci fait explicitement apparaître une discontinuité de température entre le solide et le fluide qui l'entoure. C'est même un peu tout l'objet de cette loi. Donc on n'a pas le droit de donner une condition aux limites sur la température. Bon, on aurait pu comparer aussi cette distance caractéristique avec la longueur de l'ailette. Parce que, ça c'est d'autres situations, c'est peut-être d'ailleurs celle que j'avais déjà abordée dans un autre exercice, ou même avec le tuyau, avec la diffusion de particules. Si L est très long devant la distance caractéristique, alors on va faire A est égal à 0 parce que sinon le terme en exponentielle L sur delta deviendrait beaucoup trop grand, ça divergerait, donc par des arguments physiques, on aurait une décroissance exponentielle de la température qui tendrait vers TE. Donc en faisant ça, on aurait résolu notre problème. Mais là, la difficulté, c'est que delta est quand même, me semble-t-il, du même ordre que grand L. Et donc, on ne peut pas annuler grand A par des arguments, on va dire, de divergence de cette exponentielle. Donc, on est obligé de garder les deux. Alors, un point très important en diffusion thermique, si on ne peut pas utiliser la continuité de la température avec la loi de conducto-convection, on peut néanmoins utiliser la continuité du flux. Et c'est ça pour lequel il faut avoir le réflexe. Donc, voilà ce qui va se passer en x égale L. On va avoir deux expressions du flux, une expression donnée par une application, une bonne application de la loi de conducto-convection, et puis une autre donnée par
la loi de Fourier. Donc le J thermique va être continu. Donc on va calculer J thermique dans l'ailette et en X égale L, et il va être égal au flux donné par la loi de conducto-convection de Newton. Donc en X égale L, ce n'est pas la continuité de la température, contrairement à X égale 0, mais c'est la continuité du flux. Donc comment écrire ce flux de deux manières différentes? Bon bah, le flux J thermique, on va prendre un flux surfacique, donc en fait J thermique c'est un flux surfacique, hein. Donc ça fait moins lambda dt sur dx. Donc on va dériver ça pour tout x, et puis après on pourra fixer x égale L, donc ça va faire moins lambda facteur de a, donc a sur delta exponentielle x sur delta, donc moins b sur delta exponentielle moins x sur delta, donc ça c'est l'expression de J thermique, donc qui va être égal en x égale L, donc maintenant je fixe x égale L qui va être égal à donc H facteur de T de L. Donc T de L, on va le remplacer. C'est donc A exponentielle L sur delta plus B exponentielle moins L sur delta moins TE. Donc en fait, on enlève cette constante ici. Alors réfléchissons quand même au signe, hein. On a dit que la loi de conducto-convection, elle est donnée au signe près. Alors ce flux va être positif, puisque le transfert thermique voilà, va bien de la gauche vers la droite, le moteur est plus chaud que l'air. Donc ici, ce truc-là est aussi positif, hein, donc, mais bon, il faut le vérifier. Voilà, donc là, ben, on a un beau système. De deux équations. Donc voilà une équation, elle est assez pénible. Et puis deux inconnus. Alors voilà, on ne pouvait pas faire l'approximation L très grand devant delta et négliger l'exponentielle croissante. Donc on est obligé de garder les deux. On aurait pu prendre en CH/SH. Là, je pense que c'est laissé libre à l'initiative du candidat. Bon, moi j'ai choisi des exponentielles. Alors, j'ai résolu ce petit système. Je vais te donner les solutions. Voilà, donc les expressions de A et B, tu les as là. Bon, c'est assez lourd, c'est assez pénible. Mais voilà, bon, c'est un exercice un petit peu calculatoire de ce point de vue-là. Alors, ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'évaluer le flux thermique évacué par une ailette, parce que n'oublions pas que c'était ça le but. Bon, alors là aussi, il faut bien s'y prendre, parce que la première idée qu'on peut avoir, ce serait d'intégrer en fait la loi de Newton en calculant le flux thermique évacué, ce serait peut-être ce qu'il y a de plus naturel entre x et x plus dx, et rajouter aussi le flux thermique évacué par le couvercle, là, en x égale L, et donc d'intégrer cette loi pour x variant de 0 à L pour trouver le flux total évacué. Alors on peut faire ça comme ça risque d'être un peu compliqué, un peu lourd, parce qu'en fait, en régime permanent, il y a quelque chose de beaucoup plus simple à réaliser, c'est que l'énergie interne de ce système se conserve, la température dépend de x mais elle ne dépend pas du temps, et donc il y a un flux entrant en x égale 0, et finalement ce flux entrant va, par application du premier principe, s'évacuer par la somme de tous les flux sortant par le côté et le flux au bout. Donc finalement, pour calculer le flux total évacué, plutôt que de calculer le flux sur les côtés et le flux au bout, il suffit de calculer le flux entrant en x égale 0. Donc, alors voilà, j'ai les expressions de A et de B, évidemment, je ne vais pas les reporter, mais si je calcule donc le flux en x égale 0, eh bien, je peux dire que c'est moins lambda dt sur dx en x égale 0, donc ça fait moins lambda a sur delta moins b sur delta, fois la surface, évidemment, pi r carré. Et donc, on peut calculer ce flux et on trouve 4,7 watts. Donc, il faut quand même voilà, calculer A et B, c'est un peu pénible, mais ça se fait. Et donc, en divisant le flux total de 40 watts par ce flux de une ailette, eh bien, on s'aperçoit qu'il va falloir, en arrondissant à l'entier au-dessus, il va falloir à peu près 9 ailettes de refroidissement pour évacuer 40 watts. Alors voilà, je trouve que c'est quand même assez intéressant, surtout pour l'histoire des conditions aux limites exprimées sous forme d'un flux et non pas d'une continuité de la température, et également pour cette histoire que pour calculer le flux total évacué par une ailette, il est beaucoup plus commode simplement de calculer le flux entrant
dans l'ailette en x égale 0 qui va être évacué par le reste de l'ailette. Voilà, parce que sinon ça rend les calculs beaucoup plus compliqués. Alors je crois qu'il y avait une deuxième question dans cette orale de centrale. On nous demandait comment améliorer le système. Alors comment améliorer le système? On sait bien que dans les ordinateurs, par exemple, dans lesquels il y a des ailettes de ce genre, des ailettes de refroidissement, on met aussi des ventilateurs. Alors, on sait que le coefficient de conducto-convection dépend du fait qu'on est en convection naturelle ou qu'on est en convection forcée. Enfin, j'ai quand même l'impression ici que la valeur de H, il me semble qu'on est déjà en convection forcée. Alors, est-ce qu'on peut encore plus forcer la convection? En tout cas, on peut imaginer voilà, qu'en augmentant la circulation de fluide, voire la nature du fluide au voisinage de ces ailettes de refroidissement, ça va permettre d'évacuer encore plus de chaleur. Donc, c'est certainement en augmentant la valeur de H. Alors, c'est vrai que la dépendance en H n'est pas évidente, mais bon, voilà, si on augmente H, il est intuitivement à peu près sûr qu'on va, par ailette de refroidissement, augmenter le flux évacué. Donc voilà, cette deuxième question était beaucoup moins longue que la première, je pense. Donc il suffisait de dire qu'on va augmenter le coefficient de conducto-convection. Voilà, et même si on n'arrivait pas à tout faire, on pouvait peut-être répondre à cette question. Et peut-être qu'une solution acceptable par le jury aurait été, pour gagner du temps, de faire A égale 0. Ça ne change pas vraiment le principe de la démonstration, mais enfin ça risque de changer. Ça pourrait être intéressant de regarder dans l'application numérique le nombre d'ailettes nécessaires au refroidissement de ce moteur. Voilà, j'espère que ça t'a aidé et puis à bientôt sur e-learning physique.